J'accompagne Mitterrand dans sa retraite de Russie. Il neigeait à gros flocons. Le paysage de la Nièvre était uniformément blanc et nous avions tout le loisir de l'admirer. La voiture, un prototype conçu par Ligier, conduite par son créateur en personne, montrait des signes de défaillance. Une de ces pannes de circuit électrique, devenue aussi légendaire que la marque elle-même. Mitterrand, près de qui j'étais assis sur la banquette arrière, ne prenait pas la chose au tragique. Ce grand flegmatique ne semblait s'apercevoir d'aucune anomalie, ni des essuie-glaces immobiles, ni du pare-brise dangereusement opaque, ni du bras que le conducteur, baissant sa vitre, était obligé de passer par-dessus la portière pour indiquer un changement de direction, ni de la bise aigre qui s'engouffrait alors dans le véhicule. Mitterrand en avait vu d'autres. C'était moins grave que de tomber aux mains de la Gestapo, moins inconfortable que de se jeter par-dessus une haie avenue de l'Observatoire, moins catastrophique qu'un échec au suffrage universel. Il n'avait aucun reproche à faire à Ligier, qui se montrait plein de bonne volonté. Peut-être celui-ci avait-il seulement péché par excès de zèle. Une banale voiture de série aurait aussi bien fait l'affaire. Quelle idée saugrenue d'être allé chercher un prototype dont la mise au point laissait à désirer. Mitterrand pardonnait tout à ses vieux amis. Il est vrai que sa position alors ne lui permettait guère de les rabourer. Il se montrait d'autant plus enclin à l'indulgence que cette panne mécanique l'incitait à une réflexion sur les inconvénients du progrès. Une antienne chez lui. Il appartenait par toutes ses fibres à la société rurale. Il gardait dans les narines le parfum des caves de cognac, l'odeur des barriques en chêne, les effluves sapides et aigrelets du mou. Ce monde-là, celui des vignerons, lui était beaucoup plus familier que l'univers de l'usine, des réunions syndicales, dans lequel sa conversion au socialisme l'obligeait à évoluer. L'occasion était propice pour raconter combien de temps mettaient ses grands-parents pour franchir en carriole la distance qui séparait Jarnac d'Angoulême, puis la durée nécessaire aux paysans de Joigny, Charny, d'Aubigny et Clivy. Ils savouraient ces noms comme la Litanie, Beaugency, Vendôme, pour apporter les produits de leur ferme au marché de Nevers. À l'avant de la voiture, à la place du mort, immobile et comme à l'affût, se tenait François de Grossouvre. Pas un mot inutile ne franchissait ses lèvres, aucun geste superflu ne trahissait sa présence. Tout en économie, en combustion et en réflexion occulte. Seul son œil était en mouvement. Ancien agent double du service d'ordre légionnaire de Vichy, passé au BCRA et au SOE, agent au sommeil de divers services secrets et d'officines improbables, on sentait qu'il ne prenait pas à la légère cet exercice de surveillance rapprochée. Sa tension psychologique était extrême. Quelque effort qu'il fît pour paraître impassible, il semblait pressentir un inévitable piège invisible, un attentat, et même l'espérer. Peut-être à cet instant où il considérait d'un impitoyable regard professionnel l'allume-cigare, défectueux lui aussi, cela va de soi, en tirait-il des conclusions sur un sabotage possible. Qui l'avait commandité? Le PC? Giscard et Pognard? Les Hergé? Les gaullistes? Tout de même, cette panne avait l'air suspecte. Les garagistes de Ligier étaient-ils sûrs? On sentait qu'à la prochaine étape, il démonterait discrètement le plafonnier afin de vérifier qu'aucun gadget enregistreur ne s'y dissimulait. Son visage aigu, couleur de muraille, ayant la propriété d'adaptation du caméléon, prenait les teintes du paysage environnant. Ainsi, à ce moment, était-il blanc comme la neige. Au feu rouge, il prendrait une teinte bistre. Avec les paysans nivernais, il deviendrait Rubicon. Tout en écoutant sans en avoir l'air la conversation qui battait son plein entre le premier secrétaire et moi, son œil d'oiseau de proie, avec le mouvement régulier d'un phare, balayait de droite à gauche le paysage devant nous, opérant une rotation de 180 degrés. Par moments, poussant ce regard un peu plus avant que ne l'autorise à un homme normal le butoir des vertèbres cervicales, risquant un torticolis, il dardait vers moi un œil inquisiteur. On n'est jamais trop prudent. Peut-être détenais-je un parapluie bulgare, une aiguille à tricoter empoisonnée au curare. Qui sait si je n'étais pas un agent manipulé par Kim Il-sung, la CIA. Grossouvre, lui aussi, plein de bonne volonté, pouvait certainement se montrer un homme charmant quand il échappait à ces lubies paranoïaques contractées dans le monde de la barbouzerie. Était-il efficace? En tout cas, il apparaissait aussi tonitruant dans son affectation de discrétion que Dupont et Dupont déguisés en mandarins chinois. Comment avais-je atterri aux côtés de Mitterrand, dans la Nièvre, sous la neige,
à l'intérieur d'un prototype conçu pour aller à 300 à l'heure, mais que des séminaristes sur leur Solex dépassaient allègrement. Comment étais-je sorti de mon obscurité et de mon indolence pour me retrouver auprès du monarque du Parti socialiste? Maurice Benassaïa, un socialiste, pour lequel j'avais collé des affiches au cours d'une de ses tentatives pour se faire élire député de Paris, j'avais agi moins par conviction que pour les beaux yeux d'une de ses amies, m'avait téléphoné. Ça vous intéresse de rencontrer Mitterrand? Venez demain à une de mes réunions électorales au restaurant Goldenberg. Je vous présenterai à lui. En 1978, une telle proposition n'avait pas de quoi vous empêcher de dormir. Mitterrand voyait n'importe qui. Je l'avais observé d'assez loin, au congrès d'Épinay, avec son masque figé d'impérator, martelant des discours assez ennuyeux. Par curiosité, je m'y rendis. Mitterrand s'avança avec sa cour d'anciens gauchistes, empruntant les escarpins de Rastignac. Benassaïa, comme convenu, me présenta. Il fut enjôleur, charmant, disert, caustique. Il manifestait une vraie gourmandise à voir des écrivains, même en herbe, comme c'était le cas avec moi. La cour observait avec dédain ce temps précieux que l'apôtre du socialisme dilapidait en sornettes littéraires avec un individu qui ne votait même pas dans la circonscription. Mais, comme Mitterrand était coutumier du fait, on prenait son mal en patience. Puis, quand un de ses conseillers revint une nouvelle fois à la charge pour lui rappeler les exigences de l'horaire, il me susurra en papillonnant des yeux. « Cela vous amuserait-il de venir passer la journée avec moi à Château-Chinon ? Nous pourrions poursuivre notre conversation plus à l'aise. » J'acceptai. « Ma secrétaire vous appellera demain. » Elle appela en effet, et c'est ainsi que je me retrouvai dépotronminée à l'hôtel du Vieux-Morvan. Mitterrand, dans le tête-à-tête, se révélait aussi bonhomme, chaleureux, amusant, que je l'avais trouvé à la tribune, cassant, sérieux, dogmatique. Il s'agissait bien d'un tête-à-tête dans cette voiture, car ni Ligier, préoccupé par les bruits suspects qui se manifestaient dans les œuvres vives de son prototype, ni Grossouvre, tout à la détection d'une pièce machiavélique, ne prenaient part à la conversation. Mitterrand avait l'art de perdre du temps. Nous étions bien, guère secoués à ce train de sénateurs. Tout y passait. Hersan, Barrès, Chardonne, son morceau de bravoure, Drieux-La Rochelle, Napoléon, Jules Renard, Hugo, la Résistance, Freinet, Giscard, qui, au fond, l'épatait par son brio. Et puis les attaques de Giscard ne lui faisaient que des blessures d'amour-propre superficielles, tandis qu'avec De Gaulle, ça avait été un duel à mort. L'un des deux était de trop. Dans mon fort intérieur, j'étais ravie d'être l'interlocuteur d'un personnage aussi célèbre, flattée de l'avoir pour moi, seule, écoutant d'un air intéressé mes banalités. Je le trouvais délicieusement accessible et spirituel. Comme c'était dommage qu'un homme aussi courtois et cultivé ait si peu de chance d'arriver au but qu'il s'était fixé. La présidence de la République semblait aussi lointaine, irréelle et tragiquement impossible à atteindre qu'un rêve d'enfant. Lui-même ne semblait guère y croire. Il en parlait avec une désinvolture barésienne, comme d'un rôle obligé qui allait de pair avec son magistère de chef de l'Union de la gauche. Après tout, quoi qu'il arrive, je garderai le mérite d'avoir reconstruit un grand parti socialiste, d'avoir fait l'Union de la gauche. Vous êtes trop jeune pour avoir connu la SFIO. Ce n'était pas très glamour. Cette excursion avait un sombre parfum de défaite annoncé qui me plaisait. C'était la retraite de Russie dans une berline cassée avec un Bonaparte qui ne serait même pas allé jusqu'au 18 Brumaire. Tout conspirait à donner cette impression de malchance. La dépression atmosphérique, la Ligier poussive, le visage morne des vieux compagnons, le fatalisme désabusé de Mitterrand. De retour à Château-Chinon, nous gagnâmes l'hôtel du Vieux-Morvan, où on nous débarrassa de nos manteaux poudrés de neige. Mitterrand me prit à part. Je dois déjeuner avec des conseillers cantonaux. Ça ne va peut-être pas voler très haut, mais cela est toujours intéressant pour un écrivain, n'est-ce pas? Mieux vaut ne pas dire que vous êtes journaliste. Cela les mettrait mal à l'aise. Je vais leur dire que vous faites partie de mon cabinet. Et il m'installa à sa gauche. Nous étions 8 autour de la table recouverte d'une nappe à carreaux, dans une salle isolée. La prédiction de Mitterrand se révéla juste. La discussion ne s'éleva pas dans les hautes sphères de la géopolitique. Mais Mitterrand éprouvait une sorte de délectation à désembrouiller les infimes intrigues de ces braves gens qui se colletaient avec les réalités quotidiennes. Il se montrait à l'aise avec ses bons gros chiens de garde socialiste, la trogne enflammée par le grand air et le vin blanc que Mitterrand repoussait avec sagesse. Le vin blanc, c'est la mort de l'homme politique. Il se contentait de vin rouge coupé d'eau.
Il parlait du préfet avec considération. Il ne m'est pas hostile, mais il doit donner des gages. Je pourrais avoir pire que lui. Mais il est intelligent, et un préfet intelligent sait bien qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Ce fut son seul credo optimiste, mais il est vrai qu'il devait remonter le moral de ses grognards. À la fin du repas, dont l'atmosphère dérivait dangereusement vers la gauloiserie et le café du commerce, on porta des toasts à la victoire de la gauche, à celle du Parti socialiste et à celle de son chef. Un photographe, qu'on avait laissé entrer au dessert, immortalisa la scène. J'ai toujours la photo où l'on me voit, en compagnie du futur président, levant mon verre à son succès. Cette photo ne m'a pas plus aidé à me faire bien voir de la gauche qu'elle n'a favorisé ma future carrière à droite. On ne comprenait pas très bien où je me situais. C'est normal, je ne l'ai jamais su non plus. L'après-midi, après un intermède à la mairie, se déroula comme la matinée. Même voiture, même Ligier, même gros Souvre, même paysage sous la neige, village traversé, mains serrées. Aragon avait succédé à Drieux-la-Rochelle, des flèches partaient en direction de Malraux. J'avais l'impression que nous nous connaissions depuis 20 ans. Le soir, j'étais exténuée. Mitterrand me proposa de poursuivre la tournée en sa compagnie jusqu'à Vichy. Comme ça, nous pourrons reprendre notre conversation demain en voiture. Et je vous promets que je ne vous infligerai plus de déjeuner avec des élus locaux. Quoique, à la réflexion, je n'en sois pas très sûre. Mais vous verrez, c'est une habitude à prendre. Je m'excusai. J'alléguai je ne sais plus quel fallacieux prétexte. En réalité, un rendez-vous galant m'attendait à Paris. Je devais y être à minuit, et cela me paraissait alors beaucoup plus important que de ressasser de vieilles discussions littéraires. Et puis surtout, n'avais-je pas tout mon temps pour reparler avec Mitterrand? N'allait-il pas être battu une nouvelle fois? Comme ce serait agréable de le revoir, grand homme passé à côté de l'histoire, à l'image des héros que j'aimais. Vaincu, abandonné au vertige de son grand rêve fracassé, comme il serait émouvant. La voiture m'abandonna devant une gare. Je la regardais s'éloigner avec un mauvais pressentiment. Mitterrand serait battu au présidentiel, cela ne faisait pas un pli. Mais, en plus, dans cette voiture fantomatique, chancelante sous la neige, il n'arriverait jamais à Vichy.